J'ai toujours dérangé. Aux 20h de TF1, ça n'a pas manqué, ça continue aujourd'hui. J'en ai fait mon deuil de cette profession. Alors, j'ai jamais fait ce métier pour être aimée, moi. Laurence Ferrari a toujours préféré la pudeur à l'exposition médiatique. C'est pour cela qu'elle n'accorde que très peu d'interviews et qu'elle protège son univers de femme et de journaliste surexposée à la tête de son émission de débat Punchline sur CNews. On ne peut pas se livrer à quelqu'un qui ne vous respecte pas et que vous ne respectez pas. C'est un échange. Le travail, le respect et l'écoute de l'autre, des valeurs inculquées dès l'enfance par ses parents et sa famille originaire d'Italie. Je vais même plus loin, c'est même ma grand-mère. Enfin, je pense que c'est toute la lignée Ferrari qui m'a transmis cette force, cette pugnacité, cette capacité à rester droit dans les épreuves. Laurence est toute jeune journaliste à Europe 1 quand elle apprend le suicide de sa mère. Tu as le droit de pleurer dans ton coin, tu as le droit d'avoir ce goût de sang dans la bouche tous les jours. Mais pour tes sœurs, tu te tiens droite et tu es là pour elles. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de colère en moi. Moi, il y a une immense colère, mais je pense aussi que c'est un de mes grands moteurs dans la vie. Le goût du risque aussi, pour celle qui n'a jamais oublié ses défis d'enfant. Moi, je suis toujours comme ça. T'es cap ou t'es pas cap? Je suis cap. Ok, on est là. Donc ça, c'est mon grand truc depuis que je suis née. Je suis un électron libre, tu le vois, mon parcours le prouve. Je prends mon risque, je vais où je veux. Entre vous et moi, Laurence Ferrari se livre à cœur ouvert sur son enfance, le drame de sa vie, ses années à la tête du journal télévisé le plus regardé d'Europe, ses joies, ses désillusions, sa force à rebondir, sa liberté de parole qu'elle doit désormais à son public. Il m'a fallu 37 ans pour oser dire « je » à l'antenne. C'est un peu ce que nous demandent aussi les gens qui nous regardent. Qui vous êtes au fond? D'où vous venez? D'où vous parlez? C'est pour ça que j'accepte aussi cet entretien avec toi, parce que c'est important qu'ils sachent d'où on vient. Bonjour à tous, merci d'être toujours aussi présents et de plus en plus nombreux sur Entre vous et moi, plus de 33 millions de vues, ouais, rien que ça, et c'est grâce à vous, merci. Retrouvez nos émissions sur la chaîne YouTube, Entre vous et moi, et évidemment en podcast sur vos plateformes préférées. Tout de suite, une interview avec du punch, et oui, c'est facile, je sais. Bonjour Laurence Ferrari. Bonjour Dominique. Évidemment tu. Évidemment, voilà, on ne peut pas faire comme si on ne se connaissait pas. Non, on se connaît depuis, oula. On ne va même pas le dire. Non. Laurence Ferrari, vous la connaissez, journaliste, présentatrice, productrice, maman de 3 enfants. Et ouais. Grand, très grand. Très grand. Mais t'es bébé encore? Oui, surtout le petit. Hein. Ouais. Les deux grands, maintenant j'ai du mal à dire que ce sont mes bébés. Vous la connaissez sur CNews, voilà, l'une des têtes connues de l'info sur CNews avec ton émission Punchline. Elle commence toujours par un édito, Laurence. C'est bien. Alors moi j'avais quelques petits mots pour toi à te lire. Voilà. Ton édito? Ouais. Pour moi? Pour toi. Bon. Je fais jamais ça. C'est vrai. Laurence, tu as été ma collègue à TF1, toujours un sourire dans les couloirs. Salut madame, comment tu vas? Ta bonne humeur, ton énergie communicative, même dans les tempêtes. Et tu en as vécu, des tempêtes, on va le voir. Tu as été aussi ma patronne finalement quand tu présentais le JT de 20h de TF1, c'était, allez, 20 ans déjà. C'est toi aussi qui as continué, et ça c'est très important que vous le sachiez, à m'envoyer des petits messages, même quand tu as changé de chaîne. Un petit mot pour la bonne année, à la mort de Claude, mon homme, à mon départ de TF1 aussi. Tu sais, quand les messages, justement, des confrères se font beaucoup plus rares, ceux qui te disent « on sera là pour toi » et qui finalement disparaissent. Je vois bien. C'est toi encore qui acceptes aujourd'hui mon invitation dans mon émission. Tu aurais pu refuser en disant « bah non, c'est pas mon truc, j'aime pas trop me livrer ». Tu m'as écrit avec plaisir, madame. Faudra juste qu'on trouve un créneau. Ben, on l'a, notre créneau. Ça y est, ici, dans les locaux de CNews. Entre vous et moi, je vous propose de découvrir une journaliste, certes que vous connaissez, qui ose assumer sa liberté de parole et de ton, quitte à ne pas plaire à tout le monde, justement. C'est bon de déplaire, non? Je vous propose d'écouter surtout le destin d'une enfant pas forcément gâtée par la vie, qui a su transformer les drames et les épreuves en force inaltérable. Tu es prête, Laurence? Je suis prête. On lève le voile? Ouais, on y va. Dame. Tu es née le 5 juillet, ça fait mal, hein, 66, à Aix-les-Bains. Aïe, ça commence mal. 56 ans, t'assumes? Alors, c'est pas 56. Non, 58. Tu vois, je te rajeunis. Oui. 58 ans. Même si c'est pas plus. Bah non. Ok. 66. Oui, non mais alors moi je suis nulle avec les chiffres. Les chiffres ne me parlent pas. 24 ans. Voilà, 24 ans éternellement. On lève le voile vraiment. Vraiment. On le sait. 58. 58 ans, Laurence Allez, c'est mon dernier mot. T'assumes ou pas? Ah mais j'assume tout.
Je suis bien mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 10 ans. J'adore mon parcours, je revendique absolument tout ce que j'ai fait, mais je me sens bien dans ma peau, mais à un point qui est assez incroyable. Je suis très alignée. En fait, j'ai vraiment le sentiment d'être alignée entre ce que je fais, ce que je vis, ce que je dégage comme énergie, ce que je donne aux autres, parce que c'est très important pour moi, la dimension tournée vers les autres. Donc je crois que je suis très alignée et très heureuse. Papa, Gratien, prof de lettres, ancienne et ancien député-maire d'Aix-les-Bains. Maman, Bernadette. C'était quoi cette vie de petite fille que tu as vécue? C'était qui, Laurence, petite fille? Alors, d'abord, c'était une enfance merveilleuse. C'est vrai. J'ai eu une enfance merveilleuse, très préservée par 2 parents extrêmement aimants, profs. Ouais. Donc voilà, j'ai pas eu le choix pour les devoirs. Mon père était prof de français, latin, grec. Il m'a appris la littérature, ma mère d'anglais. Donc j'ai vécu mon enfance bercée au rythme des copies que mes parents corrigeaient dans les cours de... Parce qu'on vivait dans les collèges dans lesquels mon père était proviseur ensuite, principal. Donc j'ai eu une enfance très très heureuse, encadrée par 2 parents aimants qui étaient présents, avec 2 petites sœurs. Donc vraiment, c'est l'enfance idéale dans un cadre qui est Aix-les-Bains, en Savoie, au bord du plus beau lac du monde, à 2 pas des montagnes. Donc vraiment, enfance très choyée, très entourée, très encadrée, avec des belles valeurs, une famille italienne. Parce que, évidemment, avec le nom que je porte, j'imagine bien qu'il y a beaucoup de ma famille qui est venue d'Italie entre les 2 guerres, qui fuyait le fascisme, et donc qui s'est installée. Bon, ils ont traversé la frontière et ils sont arrêtés juste derrière, à Aix-les-Bains. Donc j'ai une immense partie de ma famille qui est en Italie. Donc c'était des dimanches où toute la famille se réunissait, parlait italien, chantait des opéras en italien, et on était tous extrêmement proches les uns des autres. C'était vraiment la diaspora italienne. Mais avec, je m'appelle Laurence et pas Laura, avec une volonté d'assimilation extrêmement puissante. Mes parents ne m'ont pas permis d'apprendre l'italien, par exemple. J'ai appris l'allemand, autant vous dire que je ne sais pas parler allemand. Donc je comprends l'italien à l'oreille, mais je ne sais pas très bien le parler. Et mon grand-père m'a toujours dit, la France nous a tout donné, tu donnes tout à la France. Donc ça a été très présent dans mon éducation, mais il y a vraiment ce sentiment d'un clan autour de moi, d'une fratrie, d'une grande, grande famille. Tu les as évoquées, 2 petites sœurs, Emmanuelle et Sophie. Quel genre de petite fille tu étais? Est-ce que tu étais extravertie? Est-ce que tu allais vers les autres ou au contraire un peu timide? J'ai un côté assez chef de bande, chef de gang, ça c'est sûr. J'étais assez facétieuse. Mes sœurs pourraient te raconter pendant des heures les blagues. J'adorais leur faire peur, donc j'adorais me cacher, leur faire peur. Donc ça c'était mon grand jeu. J'adorais jouer avec leur jeu. Non, on a passé une enfance à se chamailler comme toutes les frangines et à s'adorer comme toutes les frangines. Musicienne aussi. Oui, on a baigné dans la musique parce que mon grand-père était professeur de violoncelle et de guitare, mon père violoncelliste. Et donc moi, ça a été le piano dès l'âge de 2 ou 3 ans, voilà, assez tôt en tout cas. Ah oui. Tu joues encore? Je joue encore, mais tellement moins bien que c'est horrible. Donc j'arrête, je fais 3 mesures et j'arrête. D'accord. Comment ça se passe à l'école? Est-ce que tu es bonne élève? Est-ce que tu es la première de la classe? Je ne suis pas la première, je suis toujours dans la moyenne. Hein. J'ai une grande constance, c'est la moyenne, juste, pour pas trop me faire engueuler par mes parents. Et puis pour pas non plus être trop... Parce que comme j'étais la fille des profs, tu sais, il y a tous les regards un peu braqués sur toi, puis après la fille du principal. Donc j'étais toujours là, sur la ligne de crête, mezzo, voilà, pas plus, pas moins. Donc pas très assidue, mais en même temps, voilà, il fallait quand même bien travailler. Et puis surtout, je voulais faire médecine. C'était le grand rêve de ma vie. Moi, j'ai toujours voulu être chirurgien. Donc, je me suis forcée à faire des études scientifiques, à passer un bac D à l'époque, ça n'existe plus, ça remonte au paléolithique. Voilà. Mais voilà, et donc j'ai tenté tout ce que je pouvais pour faire ce bac scientifique et accéder à la médecine, ce qui ne s'est pas produit. Donc tu as fait une première année de médecine, c'est ça? C'est ça. Mais là, ça a été... Le mur. Le mur, boum, voilà. Vous n'êtes pas fait pour ça, madame. Mes résultats étaient sans appel. Et donc là, je me suis retrouvée sonnée et je me suis dit, pourquoi t'es faite en fait? Qu'est-ce que tu as envie de faire vraiment? Parce qu'il y avait le rêve, bon, c'était ça, chirurgien. Et puis j'ai commencé à faire une école de communication qui s'appelle l'EFAP à Lyon, qui est une école française d'attachés de presse, dans laquelle j'ai tout de suite commencé à faire des stages. Et les stages, ça a été dans la presse. Donc ça a été Europe de Lyon, le Figaro, l'AFP, le Progrès. Et dès que je suis rentrée en fait dans la radio, j'ai compris que j'étais faite pour ça. Tu parles de sonner à l'issue de cette non-première année de médecine. Est-ce que le mot échec te vient en tête? Oui, ça c'était un échec. Oui. Tu le vis comme un échec? Oui, je le vis comme un échec parce que c'est mon rêve absolu. Et puis mais
Mais en même temps, moi, j'ai cette capacité à dire, ok, comment tu transformes cette chose négative en chose positive. Donc tout de suite, je me dis, allez, pourquoi tu es faite? Quelles sont tes compétences? Donc tu n'es pas scientifique, tu es littéraire. Ok, tu sais écrire très bien. Est-ce que tu sais être rapide et synthétique? Oui, tu sais le faire. Et tout ça se met en place au fur et à mesure de mes stages. Donc j'arrive à comprendre assez vite pourquoi je suis faite et pourquoi je ne suis pas faite. Tu es très vite attirée peut-être par la politique, peut-être par atavisme familial avec un papa maire député, et également attirée par la santé aussi, peut-être ce rêve un peu déçu, puisque tu as pas mal de chroniques aussi sur la santé. Alors la politique, oui. Alors j'ai baigné dedans aussi parce que mon père à un moment a arrêté sa carrière à l'Éducation nationale pour devenir maire puis député. Donc j'ai vécu au rythme aussi des élections gagnées et perdues. Et ça m'a donné des leçons de vie. Crois-moi que les élections gagnées, la maison pleine, le champagne qui coule à flot, le téléphone qui sonne, et les élections perdues, où j'ai vu littéralement des gens le lundi, donc l'élection étant le dimanche, le lundi, les gens changer de trottoir pour ne pas nous dire bonjour, au supermarché, quitter les rayons en courant pour ne pas avoir à nous saluer. Ça en dit beaucoup et ça t'en apprend beaucoup sur la nature humaine. Donc à partir de là, mais ça m'a servi énormément pour la suite, notamment dans ma carrière professionnelle. C'est-à-dire encore une fois que la défaite est orpheline et la victoire a de nombreux pères. Donc les soirs d'élections perdues, il n'y avait plus personne. Et ça, j'en ai un souvenir assez creux. Tu regardais ton père comment à ce moment-là, les soirs de défaite? Ah, mon père, de toute façon, mon père, c'est mon rock. C'est vraiment l'homme le plus important de ma vie. C'est celui sur lequel je me suis construite complètement. Donc, je le regardais exactement pareil. Ça va aller? Je vais te donner mon petit secret. Je l'appelais Zeus. Pour te dire à quel niveau je le plaçais. Okay. Dieu. Zeus, qu'il ait perdu ou gagné, c'était Zeus. Donc voilà, ça changeait absolument rien. Au contraire, j'étais encore plus présente, encore plus attentionnée avec lui. Tu crois qu'on porte en soi la force qu'on a héritée de ceux qui nous ont aimés? Je ne sais pas si on la porte en soi, je ne sais pas si c'est inné, mais après elle peut être transmise. Ouais. Moi je suis sûre que mon père m'a transmis sa force, mais je vais même plus loin, c'est même ma grand-mère. Enfin, je pense que c'est toute la lignée Ferrari qui m'a transmis cette force, cette pugnacité, cette capacité à rester droit dans les épreuves. Je pense que ça remonte très loin, ça remonte à des générations de Ferrari. Le moteur quoi. Oui, mais qui ont été des gens qui ont été durs au mal, qui ont souffert, qui sont battus pour ce qu'ils voulaient, qui ont toujours énormément travaillé. On est une famille où on a travaillé, toutes les générations ont bossé. Donc je crois qu'il y a ça qu'on nous transmet, mais après il y a ce qu'on est. Et on fait avec ce qu'on a. Et moi, si j'avais cette force, tant mieux, mais elle était là. Ouais. Je veux dire, elle était là, elle était à ma disposition. J'aurais pu ne pas m'en servir. Mais il se trouve que ça a toujours été un moteur extrêmement puissant. On découvre ton visage à la télé en tant que chroniqueuse sur les émissions de Michel Drucker. Et puis, donc c'était Studio Gabriel, c'est ça? Et puis évidemment, dans Combien ça coûte avec Jean-Pierre Pernaut. Quel souvenir tu gardes de ces premières expériences télévisuelles? Alors, une inconscience absolue. J'ai commencé la télé en pensant que je parlais à ma copine. Et donc... je fais Studio Gabriel avec Michel Drucker, Laurent Gérard, des millions de spectateurs sans m'en rendre compte. Pareil avec Jean-Pierre quand il me dit « Tu vas venir dans Combien ça coûte ?» Je dis « Le prime time de TF1 quand même, excusez du peu, des millions de téléspectateurs. » Mais une inconscience. C'est ça qui était merveilleux dans ces années où j'ai démarré. Et peu à peu, en fait, je crois que j'ai pris conscience de tout ça et ça a été de moins en moins facile. Mais j'étais tellement heureuse, en fait. C'était du bonheur. Et ça se voit à l'antenne, d'ailleurs, quand j'étais avec Jean-Pierre. Ouais, j'ai vu une vidéo de mais toi. J'adorais. Tu te marrais, quoi. On se marrait. Et Jean-Pierre, il avait une capacité extraordinaire, et tu le sais aussi bien que moi, à entourer ses équipes, à les encourager, à les porter et à faire naître les talents. Et à les aider à grandir. Ouais. Donc avec lui, j'étais en sécurité. J'étais non seulement en sécurité et en liberté. Vous vous souvenez de Laurence, la petite Laurence, quand elle a commencé? J'imagine que oui. Dites-nous en commentaire si vous avez pu apercevoir les fous rires de Laurence, parce qu'elle en a un. Même aux 20h, t'en as eu. Oui, oh, mon Dieu. Il était bienveillant, ce Jean-Pierre Pernaut? Il était super bienveillant. Et il était attentif, il était sensible. Et puis il savait bien que ce métier broie les gens, et les femmes en particulier. Donc il était très... oui, il y en a d'autres qui n'avaient pas ces attentions-là. Et donc il était présent. Mais pas envahissant, je veux dire, voilà, il me laissait ma liberté, mais en même temps il savait me guider. Pour moi, il a vraiment été quelqu'un de très important. Et ils sont très rares à la télé, celles et ceux qui osent partager leur lumière pour illuminer les autres et leur donner aussi la chance d'éclore. Il y a beaucoup de prédateurs. Yes.
T'avais le trac ou pas? Juste avant d'entrer à l'antenne, tu te disais Oui, pas... non, mais bien sûr, moi je suis toujours comme ça. T'es cap ou t'es pas cap? Je suis cap, ok, on y va. Ok. Donc ça, c'est mon grand truc depuis que je suis née. Hein. Donc à la course, t'es cap de battre les garçons? Ok, t'es cap, on y va. Donc voilà. Mais il y avait une forme d'insouciance et d'inconscience peut-être. Et plus ça allait, plus j'ai réalisé quand même que je parlais à des millions de téléspectateurs et que tout ce que je pouvais dire avait quand même un impact évidemment certain. Donc, mais tant mieux, c'est bien ces années d'insouciance, bien cette sûr. spontanéité-là. Et tout s'emballe. À partir de 97, tu vas présenter les JT dans la matinale de LCI aux côtés de Jean-François Rabillou. Puis sur TF1 à partir de septembre 2000, où là, tu passes un cap supplémentaire puisque tu deviens l'animatrice de 7 à 8 en duo avec un certain Thomas Hugues, qui deviendra ton mari pendant 14 ans, et aussi dans le magazine Vie ma vie, où on permettait aux gens de vivre la vie de l'autre. J'adorais cette Concept émission. incroyable. Aussi. Génial. C'était Jean-Luc Delarue qui produisait à l'époque, qui m'a appris beaucoup de choses aussi. J'aimais beaucoup Jean-Luc. Et c'était l'idée, vous avez des préjugés sur telle ou telle profession, venez vivre 3 jours dans leur peau. Venez faire 3 jours dans la peau d'un médecin, d'un policier, d'un handicapé. On avait emmené une célébrité passer 3 jours en fauteuil roulant. Croyez-moi, il est ressorti de là transformé par l'expérience. J'adorais cette émission. Et puis c'était un petit pas de côté par rapport au... Bon, moi je suis journaliste, c'est mon ADN, c'est ma formation. C'était un tout petit pas de côté. On était un peu sur de l'infotainment, comme on dit. Mais c'était une richesse de rencontres que j'ai adorée. Et Jean-Luc m'avait donné ce conseil extraordinaire. Il m'avait dit, Laurence, tes questions sont parfaites. Tu es une grande journaliste. Mais écoute les réponses. Et ça, j'avoue qu'il n'y avait pas un journaliste qui me l'avait dit avant lui. Savoir poser les questions. Mais surtout dévier de ce canevas qu'on a pour attraper quelque chose dans la réponse d'un interlocuteur. Écoute les réponses. Et je peux vous dire, c'est rare parce que nous, on les voit en coulisses, les invités. C'est pas parce qu'on se connaît qu'on s'apprécie beaucoup. La dame qui vient débarrasser les tasses de café, qui vient passer faire le ménage, c'est rare d'avoir quelqu'un qui lui dise « Bonjour madame, au revoir madame ». Voilà. Ne pas oublier non plus celles et ceux qui ne sont pas dans la lumière, mais qui participent justement à ce qui se passe. Et si c'est possible, c'est aussi grâce à elles et à eux. C'est ça, hein. Évidemment. Et à TF1 aussi, je te voyais, tu disais bonjour dans les couloirs. À tout le monde. Ouais. Tout le monde mérite exactement le même respect. Oh oui. Tout le monde. Et ça aussi, c'est pas donné à tout le monde. De juin 2002 à 2006, tu continues. Joker de Claire Chazal, c'est-à-dire qu'elle remplaçait Claire Chazal pendant les vacances de Claire Chazal dans les week-ends des JT de TF1. Là, est-ce que tu te rends compte que... C'est là que je commence à réaliser. Qu'il se passe un truc, en fait, et que c'est pas juste, allez, j'y vais au culot, j'y vais au défi. Ouais. Là, tout d'un coup, oui, là, la responsabilité tombe sur mes épaules. Et là, vraiment, je sens, d'abord parce que la matière qu'on traite est extrêmement lourde, c'est de l'actualité dramatique, ce sont des drames, des tsunamis, des attentats, des catastrophes. Donc là, tout d'un coup, évidemment, on est impacté par le poids de la charge. Et puis, parce qu'on réalise, voilà, que ça y est, ce que l'on dit, un mot de travers, peut avoir un impact. Donc, il y a une forme de raidissement et en même temps de lucidité. Voilà, je comprends que là, j'ai une vraie responsabilité. Ça ne change rien dans ma façon de présenter, ça change beaucoup en amont. Voilà, il y avait beaucoup de rigueur, parce que je suis quelqu'un, comme tous les gens qui n'ont pas suivi la formation classique pour être journaliste, moi je suis arrivée vraiment par le terrain. Je suis rentrée à Europe 1 par la toute petite porte. Je suis rentrée à Europe 1 par le téléphone rouge. Alors, peut-être que certains des gens qui nous regardent se rappellent, il y avait 4 téléphones rouges dans le bocal, donc le cœur de la rédaction d'Europe 1, et on répondait aux auditeurs qui nous appelaient pour nous donner des informations. Et on gagnait 500 francs à l'époque. Et donc moi, j'étais parmi les stagiaires qui répondaient au téléphone, et j'ai gravi tous les échelons d'Europe 1 comme ça, du plus petit, du bas de l'échelle jusqu'en haut, reporter. Donc j'avais toujours eu cette humilité-là, et ça m'a permis, encore une fois, d'être très rigoureux, de travailler 10 fois plus que les autres. D'abord 10 fois plus que les garçons, évidemment, parce que quand on est une femme, il faut prouver 2 fois plus qu'on est capable. Donc j'ai toujours archi bétonné mes dossiers, archi travaillé, et j'étais toujours très prête. Mais alors là, avec ces remplacements du 20h, j'ai compris que je rentrais dans une autre case et qu'il fallait être irréprochable. Est-ce que, comme la plupart des femmes, on a ce sentiment, et est-ce que tu l'as ressenti toi, d'illégitime, ou qu'est-ce que je fais là, pourquoi moi ? Oui, bien sûr. D'abord, tout le milieu vous le fait ressentir. Tous vos patrons vous le font ressentir. Bon, ils vous donnent votre chance, mais il y a quand même un moment où ils disent « mais t'es quand même une femme ». Oui, je suis une femme. Oui. Mais je l'ai ressenti d'autant plus violemment
après, quand j'ai pris le poste du 20h de TF1, Titulaire. du titulaire, où là, vraiment, le reproche m'a été adressé d'être une femme qui remplaçait un homme. Et ça, le procès en illégitimité a été extrêmement violent. Mais ça ne m'a pas empêché d'avancer. Alors, on en parlera évidemment de ton poste, parce que ça, c'est le côté professionnel, donc la face émergée de l'iceberg. En dessous, côté privé. À 22 ans, Laurence, je sais que c'est douloureux pour toi, tu perds ta maman en 89. Que s'est-il passé ce jour où tu apprends, tu es en radio, À Europe 1. À Europe 1. Ouais. tu reçois un coup de fil, qu'est-ce qui se passe? J'ai une amie qui me dit tu devrais appeler chez toi. Elle a l'immense. Je présentais le Trésor, donc j'étais en train de le dicter. Et j'ai un coup de fil d'une amie qui me dit tu devrais appeler chez toi. Elle sait ce qui s'est passé, mais elle ne veut pas me le dire. Elle préfère que ce soit ma famille qui me le dise. Donc je rappelle et ma sœur me dit maman est morte. Ok. Donc là, oui, mais il n'y a pas d'autre façon de le dire. J'appelle mon père qui nous confirme la chose et je prends le train avec ma sœur et on rentre à Paris. On rentre à Aix-les-Bains, pardon, puisque j'étais à Paris. Et on apprend évidemment les circonstances du décès de maman. Que j'avais quitté le mercredi. Donc on était le dimanche, j'avais quitté le mercredi, qui n'était pas bien, qui avait fait une dépression très sévère mais très rapide. Ça s'est passé sur un mois, donc c'était vraiment très très violent, ça l'a balayé. Et on apprend qu'elle a décidé de se suicider. Et donc c'est le sol se dérobe sous mes pieds. Je me rappelle avoir pleuré au moment où je le sais et avoir arrêté. Parce que je devais me tenir droite pour mes sœurs. Et à partir du moment où dans le train, ça a duré 3 ou 5 heures, je ne sais plus, je me suis redressée. Et là j'ai dit, maintenant tu es là pour elle, donc tu te redresses, tu as le droit de pleurer dans ton coin, tu as le droit d'avoir ce goût de cendre dans la bouche tous les jours, mais pour tes sœurs, tu te tiens droite et tu es là pour elles. Donc ça n'a pas été simple, je ne vous cache pas que ça a été une vie entière qui a été détruite, pulvérisée, atomisée, un père qui a tenu le choc, qui a été admirable avec nous, mais voilà, ce sont des épreuves absolues, c'est l'épreuve absolue. Je veux dire, c'est d'abord, voilà, c'est une mort, c'est un suicide, donc vous imaginez toutes les questions que ça engendre, et puis c'est la fin de votre enfance. Et alors j'ai eu quelque chose d'assez incroyable, peut-être ça s'appelle le syndrome post-traumatique avec le recul, maintenant je dis, ma mémoire a effacé. Ma mémoire a fait un travail absolument dingue qui a permis d'effacer presque tous les souvenirs que j'ai de ma mère. C'est terrible, hein, c'est absolument terrible. Mais je pense que ma mémoire m'a protégée pour me permettre d'avancer. Parce que vraiment, le jour de son enterrement, je me suis dit, bon, soit tu t'effondres, soit tu continues. Mais vraiment, ça a été aussi limpide que ça. Dans ma tête, vraiment, je me revois à l'endroit où j'étais, le temps qu'il faisait, etc. Et j'ai dit, tu fonces. Et alors, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de colère en moi. Hein. Moi, il y a une immense colère, mais je pense aussi que c'est un de mes grands moteurs dans la vie. Je suis en colère, je ne sais pas pourquoi je suis née en colère, toujours vouloir dépasser les montagnes, toujours me remettre en question, aller vers les choses compliquées, dangereuses, etc. Donc cette colère-là, elle m'a beaucoup tenue debout, et elle continue à me tenir debout. Colère de ne pas avoir pu la sauver? Non, j'ai décidé de ne pas culpabiliser là-dessus. J'ai décidé que si elle avait fait ce choix-là, j'avais à le respecter, avec tout ce que ça implique pour nous. Donc, c'est pas là. En tant qu'adulte, j'ai complètement compris ça. Elle avait fait son choix, je le respecte. En tant qu'enfant, c'est beaucoup plus compliqué. L'enfant, il est abandonné. Voilà. Et ça, c'est une étape qui est compliquée à gérer. Et je ne sais pas si je l'ai encore gérée à l'heure où je vous parle. Donc, la colère, elle est là. Voilà. Pourquoi tu as fait ça, quoi? Pourquoi tu as fait ça? La question, elle restera à vie, sans réponse. Il faut faire avec. Mais après, il faut la transformer. Ça. Je veux dire, ce moment où je me dis, je fonce, j'y vais, je continue, c'est que tout ça, waouh, ça ressort en énergie, ça ressort en force, ça ressort en positif. J'aime la vie, j'aime les gens, j'aime mes enfants. Je suis dans la vie. Je suis jamais dans... Alors, je regarde très peu en arrière, c'est vrai. Et je suis quelqu'un qui suis beaucoup dans la projection, donc qu'est-ce que je vais faire demain. Mais vraiment, je suis spontanément du côté de la vie. Alors, c'est peut-être difficile de te poser cette question-là, mais moi, je me la suis posée, ayant vécu des choses similaires. Est-ce que des années plus tard, puisque tu ne pouvais pas sauver qui que ce soit, puisqu'elle a fait son choix, est-ce que tu t'es jamais posé la question de savoir si c'est finalement pas un cadeau aussi
qu'elle t'a transmis pour révéler ta force intérieure? Non, je ne crois pas. Cette force, je l'avais avant. Ouais. Je dis beaucoup que cet événement m'a impacté, mais ne m'a pas déterminée. Il ne me définit pas. Je ne me définis pas par rapport à ça. J'avais déjà une personnalité assez constituée avant cette épreuve, qui s'est confirmée après. Mais non, en aucun cas. J'étais déjà comme ça avant. J'étais déjà comme ça. C'est la confirmation finalement que Voilà, tu étais sur tes 2 jambes exactement. depuis bien longtemps. Et c'est une forme de réassurance. Si tu résistes à ça, ma cocotte, tu peux résister à beaucoup de choses. Pas à tout, hein, parce que le drame est toujours possible, et voilà. Mais si tu as résisté à ça, au pire du pire, vas-y. Oui, parce que tu aurais pu aussi décider de... M'effondrer. Non, mais vous vous rendez compte? Ah oui. Vous vous rendez compte de l'impact que ça peut avoir? Donc non, il n'y avait pas d'autre choix. Il n'y avait pas d'autre choix. Pour moi. Et puis personnalité aussi publique, ton papa, donc un suicide aussi. Bien c'est sûr. compliqué à Oui. gérer. Toutes les questions, toutes les... Oui, mais ça fait partie du... Quand on est une personnalité publique, on accepte le côté obscur aussi. Il y a le côté lumineux, puis le côté obscur de la pièce. Donc oui, ça fait partie des choses qui étaient désagréables, évidemment, très désagréables. Et c'est donc quelque chose que tu as pas caché, mais en tous les cas, tu n'en parles jamais. Jamais. J'en ai parlé il y a quelques années parce que ma fille... D'abord, mes enfants n'étaient pas nés, évidemment, quand ma mère est morte. Donc, j'ai 3 enfants. Ils ne m'en ont pas parlé. Et moi, je suis partie du principe que je leur en parlerais que quand ils me poseraient la question, c'est-à-dire quand ils étaient prêts à avoir la réponse. Parce que cette réponse-là, elle n'est pas simple. Donc, quand ils m'en ont parlé, je leur ai dit. Et puis, voilà. Ça a clôturé l'histoire, ils n'en ont pas reparlé. Et ma fille, un jour, elle avait 17 ou 18 ans, a voulu faire un film là-dessus, sur ma mère. Elle était à l'ESRA, elle a fait une école d'audiovisuel, les chiens ne font pas des chats. Et elle m'a dit, maman, je veux faire mon film de fin d'année sur ta mère. Je dis, pourquoi tu veux faire ça sur ce sujet-là? C'était évidemment pas un hasard, elle avait besoin, elle, d'avoir un certain nombre de réponses. Et donc, elle nous a tous interrogés dans la famille, elle a reconstitué cette histoire avec des images de ma mère, etc. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé d'en parler. J'en ai parlé à Paris Match à l'époque, de faire une interview avec ce journal que j'aime beaucoup, pour dire aussi, voilà, ça m'est arrivé, parce que ça répondait à une attente de ma fille. Donc il fallait à un moment dire la vérité, c'est tout. Merci en tous les cas. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Venez plutôt m'abattre pour m'empêcher de mourir. C'était la chanson préférée de ta maman. La serveuse automate. Le monde est stone. Le monde est stone. Starmania. Tout était dit. Tout était dit, voilà. Tu peux l'écouter encore, cette chanson? En tout le temps. Je connais tout Starmania par cœur. Ouais. Et celle-là, je l'adore. Oui, bien sûr. On comprend aussi dans quel état mental elle pouvait être. Si je résiste à ça, je vais pouvoir résister à tout. C'est ce que tu viens de dire. Si tu n'avances pas, tu es morte. Donc n'arrête jamais d'avancer. Voilà. Laurence, à partir de ce moment-là, tu as validé ce que tu étais. En 93, tu vas te marier avec donc l'autre figure montante de la chaîne, Thomas Hugues, avec qui tu auras 2 enfants. Donc, tu viens de parler, Baptiste en 93 et Laetitia en 95. Et avec lui, vous formez un couple à la ville comme à la scène jusqu'en 2007. Est-ce que cette image de couple cathodique a pesé aussi sur votre couple? Oui, bien sûr. Bien sûr. On a été les figures de TF1. On a lancé 7 à 8 ensemble. On était chacun les remplaçants des titulaires du 20h et du 13h. Du 13h pour aussi, Thomas. Donc oui, bien sûr. Mais après, bon, c'était tout à fait supportable. Voilà. Simplement, après, la vie a fait que nos chemins se sont séparés. Mais le fait de travailler ensemble n'est pas simple. C'est pas très simple. Partir au boulot, voilà, c'est quelque chose qui n'était pas simple à gérer tous les jours. Et est-ce que, tu en parles, homme, femme, on est d'accord, c'est pas le même traitement. Vous étiez un couple. Est-ce qu'à un moment, tu n'as pas non plus eu envie de t'émanciper et d'exister aussi pour toi-même? Oui, mais j'existais par rapport avec Vie ma vie, avec d'autres choses. Mais je ne voulais pas être réduite, à la femme d'homme, bien sûr. Mais ça, si tu connais ma nature et mon caractère, tu sais que voilà, je veux pas être réduite à ça. Mais je l'ai jamais été. Franchement, ça, on avait chacun notre identité et on l'a gardée après. Ouais.
Après 10 ans à TF1, et là aussi, voilà, c'est le caractère de guerrière de Laurence, elle s'en va, quoi. C'est ça. Elle rejoint Canal+. On est en septembre 2006, tu vas présenter l'émission Dimanche Plus, qui est donc produit par toi et avec ta meilleure amie Lorraine Willem à l'époque. Pourquoi ce changement de chaîne? On ne fait pas toute sa carrière dans une chaîne, c'est ça? Non. Tu l'avais déjà compris? Ben oui, parce que déjà, j'avais passé 10 ans à Europe 1. Et au bout de 10 ans, on m'appelait encore la petite. Donc je me suis dit, je vais m'en aller. Parce que 10 ans après, je ne suis pas la petite. J'ai grandi. Et là, j'avais passé 10 ans à TF1. Et on ne m'appelait pas la petite, mais bon, voilà, il manquait encore un tout petit truc. Donc j'ai décidé de tenter l'aventure Canal+, qui m'offrait un truc génial, qui créait une émission, la produire, sur une élection présidentielle qui était très enthousiasmante en 2007, avec des candidats qui étaient très portés par chacun leur public. Et on a vécu 2 ans de bonheur absolu à faire des interviews politiques. Moi, qui est la quintessence de ce que j'aime, l'interview politique, tous les dimanches. Je crois qu'on a marqué la campagne de 2007 avec beaucoup de rubriques. Puis c'était très nouveau. Traiter l'actualité politique comme ça, sous forme de feuilleton télé, des interviews hyper punchy, un peu à l'anglo-saxonne, c'était très nouveau dans le paysage audiovisuel français. Donc ça a été 2 ans de bonheur et de liberté totale. Mais alors, cette audace-là, quand tu es à TF1, tu ne quittes pas TF1, tu ne pars pas TF1. J'en suis la preuve vivante. Voilà. Et on nous dit derrière, effectivement, quand on sort de TF1, il y a une vie après TF1. Et évidemment, on est là. On se dévoile, on se révèle aussi. Toi, comment as-tu eu cette force de quitter TF1 alors que tu étais en pleine lumière? Parce que j'aime le risque, j'aime la prise de risque. J'estime toujours que pour ouvrir une porte, il faut en fermer une autre. Et qu'il faut se challenger. Mais bon, ça, c'est ma nature profonde, c'est ce que je te disais. Moi, j'aime me remettre en question, j'aime prendre le risque, j'aime progresser. Voilà. Je m'estime jamais arrivée, nulle part. Je suis toujours insatisfaite de ce que je fais, au sens noble du terme. Je suis pas, j'ai une ambition qui me saine, qui m'oblige à chaque fois me remettre en question, à dire « Et ça, est-ce que tu es capable de le faire ?» T'es capable ou t'es pas capable? On en revient à la question que je me posais enfant sur t'es capable ou pas capable? T'es capable de quitter TF1, là, la grande tour, où ils sont tous hyper bien, hyper contents d'eux? T'es capable d'aller te remettre en question? D'aller prendre ton risque ailleurs? Ben oui, bien sûr, tu l'es. Au revoir. J'ai dû attendre 50 ans, moi. Tu vois, c'est pas mal déjà, et tu l'as fait. Ouais. J'aurais dû le faire avant. On le fait au moment où on doit le faire. Yes. C'est ça aussi, Oui. se respecter soi-même. Un transfert de 2 ans, parce que c'est pas terminé, évidemment, Oui, feuilleton. pour finalement repartir sur TF1, avec l'appel de Nonce Paolini, qui est décédé l'été dernier, que moi j'ai rencontré quand il était DRH de TF1. À l'époque, c'était lui qui m'avait embauché aussi. Et là, il était grand patron, et il t'a dit hey. Il m'a dit, et si jamais je vous proposais le 20h? Je dis, pardon? De quoi vous me parlez là? Le 20h? Il me dit oui, je vous propose le 20h. Vous avez 30 secondes pour me répondre. Oui, non. Oui, non. Non, on était en face à face, bien sûr, on était en face à face. À l'époque, évidemment, vous vous en souvenez sans doute, c'était Patrick Poivre d'Arvor, le grand présentateur de TF1 historique, puisque ça faisait 20 ans qu'il était aux manettes. Donc, Laurence Ferrari remplace Patrick Poivre d'Arvor. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ben, rien de plus que d'habitude, c'est-à-dire, voilà, tu reprends un risque, tu es cap ou pas cap, tu vas prendre le job le plus exposé d'Europe, le journal le plus regardé d'Europe, celui où tu vas prendre absolument tous les coups, mais évidemment, tu vas y aller, parce que tu adores ça. Et tu remplaces Patrick Poivre d'Arvor. Oui, ça faisait partie aussi du challenge, et puis il fallait créer une nouvelle équipe, il fallait créer un nouveau ton, il fallait un petit peu de fraîcheur dans l'exercice qui était un peu... statufié de cette présentation du 20h. Et puis, ce qu'on dit aussi dans le milieu, et ce qui est vrai pour toutes les boîtes, c'est que le siège d'un patron, d'un présentateur ne lui appartient pas, en fait. Mais oui, on on est des passagers, en fait. Les chaînes restent, les journalistes passent, et les ministres encore plus vite. Mais nous, on n'est que locataires, on est passagers, voilà. Donc, on occupe ce poste, mais c'est nos patrons qui décident, au fond. Donc voilà, ça, il faut aussi l'avoir très, très clairement en tête dès le début. Et puis, un journaliste, ne l'oublions pas non plus, est un passeur d'informations. Oui, absolument. Voilà. Absolument. Ça n'est pas lui qui fait Non. l'information. Non. Voilà. Est-ce que tu as pensé à ta maman?
Non. Le soir même? Non, je pense à mon père. Au vivant. Au vivant. Bien sûr. J'étais très fière pour lui, voilà. Enfin, très heureuse voilà. Il m'a beaucoup soutenue, il m'a beaucoup aidée, encouragée, entourée. Non, mais c'était pas le but ultime de ma vie de faire le 20h. Encore une fois, ça s'est présenté, et comme j'adore prendre des risques, alors j'avais une société de prod qui marchait très bien, une émission cartonnée sur Canal+, où j'étais extrêmement bien, j'ai encore pris un risque. Et j'ai fait table rase, une fois de plus, du passé. Donc non, j'ai vraiment... je suis allée dans cette aventure juste parce qu'elle se présentait. Je crois que j'en ai jamais rêvé, du 20h. Jamais. Je vous dis, mon rêve, c'était chirurgien. Donc, pourquoi pas? Le 20h, vous me le proposez, pourquoi pas? Je vais tenter de le faire. Mais ce n'était pas le rêve ultime. D'ailleurs, ça ne l'est toujours pas. Et tout s'aligne quand on est justement droite sur ses bottes. Quelques mois plus tard, tu rencontres le nouvel homme de ta vie, un certain violoniste Renaud Capuçon. Vous ne vous connaissez pas du tout. Lui, c'est même pas ce que tu fais à la ville, et toi non plus. Mais non, on se googolise en fait. Est-ce que tu le rencontres à une soirée? Alors, Michel Barnier, qui est savoyard comme nous, parce que Renaud est chambérien et moi d'Aix-les-Bains, fait un dîner de savoyards. Et donc, je dis oui, Renaud dit oui de son côté. On regarde, la femme de Michel Barnier me dit le nom des invités, puis je regarde vite fait avant d'y aller. Et je vois donc un certain Renaud Capuçon. Et lui, pareil, il regarde. Ah oui, tiens, elle fait de la télé. Ah ben oui, bien sûr, ben ça y est. Bon, voilà. Et on se rend compte, et c'est Love at First Sight, et donc coup de foudre. Et on est tombé amoureux pour les bonnes raisons, parce qu'on savait à peine qui on était en réalité. Et il n'était pas du tout, lui, impacté par ma notoriété, qui était déjà installée, et moi, par son talent, sa grâce, et ce côté absolument merveilleux qu'il a dans la musique. Donc, on est vraiment tombé amoureux pour ce qu'on est vraiment. Et ça, c'est génial. Mariage en juillet 2009 et un petit garçon, Elliot, en novembre 2010. À l'époque, tu as 44 ans. Ah oui. Rien ne t'arrête, quoi. Allez! Mais quand j'y repense, quand tu sais ce que c'est la fatigue d'avoir un petit enfant... Et de présenter le 20h. Et de présenter le 20h accessoirement, je me dis, bah, t'étais culottée, ma grande. Mais je l'ai fait, et puis bah, voilà, comment te dire que c'est le bonheur de ma vie. Donc, je le referai tout pareil. Voilà. 14 ans. Ouais, il a 14 ans maintenant, il est plus grand que moi, il me dépasse. Maman, et puis sur le siège le plus convoité du PAF, évidemment, les attaques fusent à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. C'est le plus dur, c'est l'intérieur. Ouais. Les attaques à l'extérieur, elles ont été permanentes. Ça a été une ouverture de feu du premier jour au dernier jour. C'est-à-dire que j'ai été sous la mitraille quotidiennement. Et je remercie Jean-Claude Dacier à l'époque qui m'a beaucoup aidé, non Spaolini bien sûr. Patron de TF1. Patron de TF1, Jean-Claude Dacier qui était le directeur de la rédaction, qui m'ont porté pendant toutes ces années où vraiment j'ai été canardée par les confrères, les charmants confrères de l'extérieur et par l'extérieur. Le pire, c'était l'intérieur. C'était de ne pas être soutenu à l'intérieur, d'avoir des collègues qui vous mettaient des couteaux dans le dos. C'est vraiment ce qui a été le plus dur pour moi à vivre. C'est de monter au front en sachant que je pouvais prendre une balle, mais de mon camp. Ça a été compliqué à gérer. Comment t'expliques ça que toi, tu arrives avec cette envie de porter une rédac, d'impulser quelque chose de nouveau, et qu'il y ait cette sclérose, cette peur à l'intérieur? Je ne l'explique pas, ça m'intéresse même plus d'y penser, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi. Au contraire, il fallait faire corps, il fallait avancer ensemble, il fallait porter cette édition qui est la plus grande édition. Et c'était un grand journal, on a fait un grand journal, journalistiquement parlant. Il y avait des sujets extrêmement denses, on a lancé les enquêtes du 20h. C'est toi qui m'as débauché d'ailleurs pour rejoindre les enquêtes. Dominique est venue dans cette cellule d'investigation qui était vraiment à la pointe de l'info. Michel Fine, un certain nombre d'autres grands journalistes qui sont sur d'autres antennes. Donc on a fait un super boulot journalistique. Et puis à un moment, j'ai dit maintenant, en fait, le prix à payer est trop lourd. Ça impacte trop ma vie personnelle. J'ai d'abord été harcelée par les paparazzis à un point que personne n'imagine. Alors tout le monde se dit, oh, c'est pas très grave. Quand vous sortez de la maternité avec votre enfant allongé au fond dans un coffre de voiture avec une couverture sur la tête, non, c'est pas normal. Quand vous prenez votre poussette pour sortir, la première fois votre enfant, vous avez 10 paparazzis autour de vous, non, c'est pas normal. Quand vous arrivez en vacances, je ne sais pas où vous allez, et que vous avez 10 paparazzis en bas de chez vous, non, ce n'est pas normal. C'est pas la vie que j'ai choisie, moi je suis journaliste. Je suis simplement journaliste, je ne suis pas une star. Donc ce prix à payer était trop lourd, les attaques étaient beaucoup trop nombreuses.
pour un plaisir journalistique qui existait, hein, parce que j'ai fait des grandes interviews, j'ai fait Barack Obama, accessoirement. L'une des rares. On n'est pas très nombreux à l'avoir fait. Ouais. J'ai fait le débat de l'entre-deux tours, Nicolas Sarkozy, François Hollande, pareil, peu de journalistes ont fait ce débat de la présidentielle. J'ai présenté des éditions spéciales, toutes les soirées de la présidentielle. Donc voilà, on ne m'enlèvera pas ce que j'ai dansé. Mais à un moment, j'ai trouvé qu'il fallait dire stop et que pour moi, pour ma liberté personnelle et pour mon équilibre, il fallait que je parte. Et donc, une fois de plus, j'ai claqué la porte. Remise en question totale, on repart à zéro. Et là, retour dans le groupe Canal+. L'attaque de tes pairs, de cette grande famille des journalistes, comment tu l'as vécue et comment tu continues à la vivre, puisque, en effet, tu n'es pas épargnée par les critiques du milieu? Alors, je m'y suis habituée. Je pense que, comme je ne viens pas du sérail, en fait, je t'ai expliqué mon parcours, médecine, je ne sais pas quoi faire, je fais une école, je rentre par la petite porte à Europe 1, je fais quand même un DESS à la Sorbonne, il ne faut pas oublier que communication politique et sociale. Donc vraiment j'ai un parcours universitaire, mais je n'ai pas le truc classique, école de journalisme, Sciences Po, et voilà. Donc je ne fais pas partie du sérail, donc je ne fais pas partie de la caste. Donc je suis différente des autres, évidemment, et je réussis différemment des autres, en étant moi-même, en revendiquant cette liberté de ton que tu as évoquée au tout début de notre entretien. Donc je dérange. Donc je suis pas dans le copinage, je ne suis pas dans la cooptation, je suis assez étrangère à tout ça. Moi j'avance, je suis un électron libre, tu le vois, mon parcours le prouve. Je prends mon risque, je vais où je veux, et je suis très libre. Donc je dérange, donc j'ai toujours dérangé. Aux 20h de TF1, ça n'a pas manqué, ça continue aujourd'hui. J'en ai fait mon deuil de cette profession. J'en ai fait mon deuil. Il y a des grands journalistes, il y a des gens que j'admire, mais l'immense majorité d'entre elles est tellement moutonnière et tellement faible, je dirais, au niveau intellectuel et en liberté intellectuelle, que je préfère ne plus m'y intéresser. Voilà. Donc, tant pis. Voilà. Tant pis, dommage. Je lis les journalistes que j'aime, il y en a plein que j'admire, que j'ai souvent sur mes plateaux, que je mets à mes côtés, parce que vraiment, moi au contraire, les leçons que j'ai tirées du 20h de TF1, c'est la sororité et l'entraide. Dès que j'ai une jeune journaliste femme qui arrive, je l'aide, je vais la voir. Je suis beaucoup dans la transmission, parce que moi j'ai beaucoup souffert de ça quand j'étais à TF1. Ouais. Donc au contraire, moi j'en rajoute, et je vais voir ces jeunes journalistes, surtout les femmes, c'est vrai, pour les aider, les guider dans ce monde qui est très difficile. Mais la profession, je m'en fiche. Je les lis plus. Je les écoute plus et je les regarde plus. Oui, d'ailleurs, tu dis j'ai arrêté de lire tout ce qui est écrit sur moi. J'ai arrêté de lire depuis mon départ le 20 ans de TF1. Ah ouais. Je ne lis plus un mot de ce qui est écrit sur moi. Et ça me fait bien fou. D'abord parce que je ne me considère pas comme une personne extrêmement importante au point de devoir lire tout ce qu'on écrit sur moi. Et puis parce que voilà, franchement, ça n'en vaut pas la peine. Tu n'as jamais eu peur? De quoi? Face aux critiques, face au fait de ne pas forcément être aimée, appréciée. Alors, j'ai jamais fait ce métier pour être aimée, moi. Moi, j'ai été aimée dans mon enfance et je te l'ai raconté. Je suis très structurée, je suis très, très équilibrée de façon personnelle. Donc, j'ai cette force qui est en moi, que je sois aimée ou pas, peu importe. Je ne fais pas ce métier pour ça. Il y a tellement de gens qui font ce métier pour être aimés, admirés, adulés, mais ce n'est pas du tout mon moteur. Moi, je suis là pour délivrer de l'information, et on se l'a dit tout à l'heure, pour aider éventuellement des gens, mais pas pour être aimée. Donc non, j'ai peur, j'ai absolument pas peur. Non, au contraire. Que c'est bon d'entendre ça. Non, mais il ne faut pas se tromper. On ne fait pas ce métier pour être aimé. On fait pour se mettre au service des autres, franchement, et de l'information, d'abord de l'information. Merci. Où puisses-tu cette puissance intérieure dans celles et ceux qui t'entourent, dans ton socle intime? Oui, bien sûr, ma famille, mes sœurs, mes enfants, mon mari. Mais après, j'ai des grandes ressources personnelles aussi. Voilà. J'ai une grande vie intérieure. J'aime beaucoup être seule. Ça peut paraître paradoxal pour quelqu'un qui est sous les projecteurs en permanence. J'ai besoin de temps de solitude, de silence et de solitude. De lecture, évidemment. Mais j'ai besoin de ça pour resynthétiser l'espèce de cylindre qui me tient debout comme ça. Donc j'ai besoin de calme. Après, parce que mes semaines sont extrêmement denses. Et j'ai besoin d'un temps juste pour reconstituer la ressource intérieure. La matrice. Voilà, exactement. Je cherchais le mot, la matrice. Donc,
Après ces 4 années à TF1, tu intègres la chaîne D8 à l'époque, devenue C8, pour dépoussiérer l'actualité. C'est vraiment ton mantra, notamment dans l'émission Le Grand 8. D'ailleurs, nouvelle petite épreuve qui te fait rire, puisque tu expliques sur les réseaux sociaux, il vaut mieux en rire, tu perds ta carte de presse. Oui. On estime que ce n'est pas une émission journalistique. D'information. Voilà, tu vas la récupérer. Tu continues sur iTélé, devenue CNews, avec cette émission qui est la tienne désormais, Punchline, lancée en 2016, en 2017. C'était pas encore une quotidienne, c'est ça? C'était une hebdo à l'époque, et elle était sur C8 le dimanche pendant la présidentielle, et puis on l'a basculée ensuite après sur CNews en quotidienne, pardon. Voilà, donc désormais la tête de CNews, avec ses éditos qui font du bien aussi, je trouve. Présidente également du nouveau magazine, JD News, voilà, donc sur tous les fronts. Tu veux impulser quoi à la fois à travers ces éditos qui sont assez larges, on l'a vu sur la mort de Catherine Laborde, on le voit aussi sur la mort de Lola. Proximité avec les Français, liberté d'expression, espérance, on a le droit de penser autrement. Il m'a fallu 37 ans pour oser dire « je » à l'antenne. Parce que, comme je te disais, mon métier, c'est d'être au service de l'information. Et puis, il y a un moment où, qu'est-ce que moi j'aurais... Parce que c'est un peu ce que nous demandent aussi les gens qui nous regardent. Qui vous êtes, au fond? D'où vous venez? D'où vous parlez? C'est pour ça que j'accepte aussi cet entretien avec toi, parce que c'est important qu'ils sachent d'où on vient, comment on est constitué, comment on est arrivé là, si c'est par hasard ou non, si c'est beaucoup de travail ou pas. Donc au fond, je me suis donné ce droit de dire « je ». Je pense, depuis le 7 octobre 2023, qu'il se passe des choses insupportables dans notre pays. Je pense que la mort d'un enfant est intolérable si l'État n'a pas fait tout ce qu'il pouvait pour le protéger. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est un éditorial qui dure 1 minute 30, donc c'est pas toute l'émission, mais c'est la première fois depuis 2 ou 3 ans que je m'autorise à dire « je » et à prendre position sur des sujets. Donc, et c'est le seul temps où après, tout le temps, c'est du débat. Et je permets aux gens qui ont des avis contradictoires sur mon plateau de débattre. Mais c'est un grand pas en avant. Ça a été très difficile pour moi d'oser dire « je ». Parce que, voilà, nous, les journalistes, normalement, on doit être en recul de l'information. Et ça continue à rester mon métier. Mais je m'autorise à faire des éditoriaux. Bon, il y a plein d'éditorialistes dans la presse de tout temps, mais moi, c'est quelque chose que je ne m'étais pas autorisée. Voilà. Et je le fais depuis quelques années. Et c'est important, et ça marque les gens. Et j'ai beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup plus qu'à TF1. Ce qui est très, très paradoxal, c'est que l'audience qu'on a aujourd'hui, même si elle est extrêmement importante, n'a rien à voir avec l'audience que j'avais aux 20h de TF1. Le nombre de personnes qui m'abordent dans la rue et qui me disent merci. Merci juste de dire la vérité. J'avoue que ça, c'est assez stupéfiant. Il se passe des choses intéressantes au niveau médiatique aujourd'hui. Il y a un désir d'authenticité de la part de celles et ceux qui nous regardent. Se dire que ça n'est pas parce que tu es dans le siège du présentateur, tu es celle qui sait tout et celle surtout qui est supérieure aux autres. Je pense aujourd'hui que le public a besoin d'authenticité et a surtout besoin de justice. Non, il n'y a pas de monde. Non, il n'y a pas ceux qui savent et ceux à qui on va dire les choses. C'est ça que tu ressens? Je ressens exactement ça. C'est vraiment... on ne peut pas être on peut pas être les sachants qui allons expliquer aux pauvres gens ce qu'ils doivent penser. Voilà, aux pauvres gens ce qu'ils doivent... Non, ils sont aussi intelligents que nous, voire beaucoup plus, parce qu'ils sont dans la réalité, ils connaissent très bien les sujets de la vie quotidienne. Donc nous, on se met à leur service et on leur dit, mais moi je suis comme vous, j'ai des problèmes aussi, mais je comprends ce que vous nous dites. Et je ne me pose pas en surplomb pour vous dire, pour vous imposer ce que vous devez penser. Parce que la réalité, ce n'est pas ce que vous vivez. Et la réalité, on va la dire. Et ça, c'est une grande révolution. Et les Français, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de gens qui ne se positionnent pas comme des donneurs de leçons en permanence ou des redresseurs de tort et qui ont la morale intellectuellement supérieure. Voilà, non, pas du tout. Les Français sont aussi intelligents que nous. Voire beaucoup plus. Et aussi ne pas s'interdire d'inviter, et c'est ce que tu fais régulièrement, des personnes dont tu ne partages pas forcément le point de vue. Bien sûr, c'est le principe du débat contradictoire. Exactement. Inviter tout le monde ne vient pas, mais tout le monde est invité. Ouais.
Ouais. Moi, j'adore les confrontations. Moi, je ne suis pas agressive de toute façon. Je suis punchy, et le nom de mon émission le dit. J'aime la pugnacité, mais pas l'agressivité. Ouais. Donc voilà, il y a toujours beaucoup de bienveillance au fond de ce que je fais. Tu leur dis quoi à ces journalistes qui pensent que tu es au mieux clivante? Oh, rien, je n'ai rien à leur dire. Rien. Qui me regardent, qui m'écoutent et qu'ils arrêtent de dire n'importe quoi sans regarder, sans écouter. Non, j'ai rien à leur dire, vraiment. Je m'adresse qu'au public. C'est de lui que je tiens ma force et à lui que je parle. Donc voilà, vraiment aucune importance. Allez, du tac au tac. Quel est ton mot préféré? Rougeoiement. Le rougeoiement. Tu vois, une braise dans l'âtre qui termine... voilà, c'est mon mot préféré en français. Celui que tu détestes? Adieu. Je suis sûre qu'on se retrouve quelque part en plus. Ton gros mot préféré? Merde! Ça résonne, hein? Que dirais-tu à ta maman? Ah là, qu'est-ce que je dirais? Et si on parlait maintenant? Et si tu m'expliquais? Entre vous et moi, on aime à dire que c'est un espace, une bulle, où on peut libérer la parole. Est-ce que tu as eu le sentiment d'avoir pu la libérer? Oui, je l'ai libérée, oui. Mais parce que je te fais confiance. Et parce que je sais comment tu vas accueillir ma parole. Avec bienveillance, avec objectivité. Et ça, c'est important. Voilà. On ne peut pas se livrer à quelqu'un qui ne vous respecte pas et que vous ne respectez pas. C'est un échange. Et je dis beaucoup, il faut être deux pour danser le tango. Donc une bonne interview, c'est parce qu'on a une bonne intervieweuse. Et c'est ce que tu es. Et qui voudrais-tu voir à ta place? Qui voudrais-tu entendre afin il ou elle puisse se libérer la parole, sa parole? Alors mon père. Papa. Papa Ferrari. Gratien. Voilà. Voilà, ça serait merveilleux. Merci à toi. Merci Dominique. Merci infiniment. Belle route. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et sachez que désormais, vous pouvez soutenir votre chaîne Entre vous et moi en versant un don. Le lien de la cagnotte est en ligne dans la description sous la vidéo. Mais évidemment, continuez de vous abonner et de laisser un like, un petit commentaire. Toutes nos émissions sont également disponibles en podcast sur vos plateformes préférées.